Alors, avant d'entamer donc le dialogue avec nos trois invités, je me permets donc de me présenter, de présenter rapidement le média pour lequel je travaille, qui s'appelle Socialter. Certains d'entre vous le connaissent peut-être. Pour les autres, donc c'est un bimestriel que vous trouvez en kiosque tous les 2 mois. Nous sommes un média indépendant, donc nos revenus reposent intégralement sur les achats en kiosque et les abonnements. Et notre approche, c'est de traiter en priorité des sujets qui croisent les enjeux écologiques et les problématiques de justice sociale. Donc c'est ça notre ligne directrice, et on s'est donné comme mission de faire avancer dans le débat public à la fois des idées et des alternatives qui ouvrent des horizons et permettent de sortir du sentiment d'impuissance qui peut parfois nous accabler. Et donc on a consacré notre dernier hors-série à la question de la décroissance. Donc ce hors-série vient de sortir en kiosque, vous le trouvez en bas à la librairie Utopia. Et alors il y a plusieurs intervenants de cette dense journée qui sont présents dans nos pages, notamment Olivier de Schutter. Et on aborde notamment la question agricole, même si c'est pas au cœur du hors-série. Donc voilà, je vous invite à le feuilleter et éventuellement à l'acheter si la question vous intéresse. Alors, à l'occasion de ce hors-série, on a été en contact avec Gabriel Malek d'Alter Capitae, qui nous a fait une contribution sur manga et décroissance, que vous trouvez dans le hors-série, et qui nous a proposé donc d'être partenaire de cette journée sur la décroissance, et donc d'animer cette table ronde intitulée « Penser un modèle agricole post-productiviste ». Seule solution pour concilier alimentation saine et respect des limites planétaires. Une question, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'écho. Est-ce que le son est... Non, c'est OK. Alors, on va donc réfléchir ensemble à comment rompre un certain nombre de logiques qui dominent le secteur agricole depuis la modernisation de l'après-guerre. C'est à ce moment-là, en effet, que pour reprendre les mots de l'historien de l'environnement Christophe Bonneuil, l'agriculture est passée d'un métabolisme organique à un métabolisme fossile, donc aujourd'hui fondé sur la mécanisation, la spécialisation des exploitations et des régions, le recours aux engrais minéraux, aux pesticides, à une alimentation animale qui est largement importée. Et donc cette agriculture, que certains qualifient d'agriculture du Fordisme, elle a tenu sa promesse, elle produit en masse une alimentation à bas coût. Elle a aussi fait de la France une puissance exportatrice qui s'inscrit de manière croissante dans les marchés agricoles mondiaux, depuis les dérégulations notamment des années 90. Alors, le point de départ de notre dialogue aujourd'hui, c'est un constat partagé qui a été rappelé de manière simple et directe par les intervenants précédents. C'est le constat d'une crise de ce modèle agricole et alimentaire dont les dégâts sociaux, sanitaires et écologiques sont connus, démontrés. Mais aujourd'hui, malgré ce diagnostic qui est largement partagé et qui est partagé, je crois, autour de cette table, on a l'impression que l'on n'arrive pas à transformer ce modèle. Donc, la question qui va nous guider dans cet échange, c'est comment on sort de l'impasse, quels sont les leviers de transformation du modèle agricole et quels sont les points de blocage qui empêchent d'avancer en ce sens. Alors, pour en discuter, on a autour de la table 3 invités. Donc, Sylvie Colas, vous êtes l'une des 7 secrétaires nationaux de la Confédération paysanne. Vous êtes également porte-parole du syndicat dans le Gers, le département où vous êtes installé en polyculture élevage depuis 40 ans. Vous faites de la volaille, des céréales, du maraîchage avec votre mari et votre fils, et vous êtes en bio depuis 30 ans. À vos côtés, Antoine Peillon, vous êtes ingénieur de formation, vous avez été conseiller politique de Ségolène Royal, puis d'Emmanuel Macron à l'Élysée de 2017 à 2020 sur les questions d'environnement, d'énergie, de transport. Vous êtes aujourd'hui à la tête du secrétariat général à la planification écologique, donc un organisme interministériel en charge de la stratégie écologique. Et donc vous êtes à la tête de cet organisme depuis sa création en juillet 2022, au début du second mandat du président Macron.
Et vous étiez également membre du cabinet de la première ministre Elisabeth Borne, puis de Gabriel Attal. Et enfin, Rodolphe Landmen, enchanté. Vous êtes fondateur du groupe Maison Landmen, donc une enseigne de boulangerie-pâtisserie. Vous avez une 40aine d'établissements et vous inscrivez votre entreprise dans une démarche de RSE sincère. Alors, qui travaille donc à réduire son impact. Vous cherchez à réduire votre impact environnemental, donc on verra comment vous tentez de concilier écologie et démarche entrepreneuriale. Alors, pour commencer cet échange sur donc le modèle agricole post-productiviste, le premier constat, c'est qu'en fait, ce modèle agricole post-productiviste, il existe en réalité déjà, puisqu'on peut considérer qu'il s'agit tout simplement de l'agriculture paysanne bio. Et or, il se trouve que la surface agricole en bio en France, qui est autour de 10%, elle stagne ces dernières années, et on assiste même à des cas de déconversion, donc d'agriculteurs qui reviennent vers l'agriculture conventionnelle. Donc on va commencer par là. Sylvie Collas, quelle est la situation, vous, sur le terrain, et comment vous expliquez les difficultés spécifiques de l'agriculture bio? Oui, bonjour à tout le monde. Alors effectivement, en plus, il se trouve que je suis du Gers et que c'est le premier département en surface et en nombre de paysans en agriculture biologique, puisqu'on a 2000 agriculteurs en biologie dans le Gers, soit à peu près 25% des agriculteurs et à peu près 20% des surfaces. Pour autant, on constate effectivement une diminution du nombre de reconversions, voire même une déconversion, ce qui est beaucoup plus grave, tout simplement parce que, au départ, pour développer l'agriculture biologique, et même personnellement, j'étais aussi, avant d'être à la conf, présidente des agriculteurs bio de mon département, et à un moment où on avait fait les premiers contrats territoriaux d'exploitation, où on avait fait les préfigurations bio dans notre département, il y avait eu vraiment un accompagnement, un vrai programme, un vrai plan pour aller vers une autre agriculture, surtout dans des régions, si je puis dire, entre guillemets, sinistrées par moins d'avantages pédoclimatiques que d'autres régions de France, et où effectivement l'élevage était petit à petit abandonné, et où il fallait trouver quand même de la rémunération sur les fermes, toujours la même question, le revenu. Et donc l'approche bio-environnementale sur des fermes de polyculture élevage était tout à fait cohérente. On a vu très vite, alors il y a eu un accompagnement de la région, de l'État, de l'Europe, une aide au maintien à l'agriculture biologique, des aides à la conversion. Je vous dis pas, il y a eu des millions d'euros dépensés. On voit que la bio n'a pas su répondre forcément à ces attentes, a pas bien communiqué aussi. Donc baisse de prix, des volumes importants, une mauvaise structuration des filières où on a vu des opérateurs conventionnels s'intéresser au bio opportunément aussi, donc déstructuration et plus d'accompagnement, par exemple de l'aide au maintien pour maintenir ce qui était en place. Donc on a vu surtout des conversions, déconversions, des gens qui ont fait du yo-yo pour aller chercher de l'aide, des financements publics. Donc des choses complètement aberrantes, et je ne vais pas prendre la parole trop longtemps, mais vous avez peut-être vu dans la presse la chose scandaleuse de la coriandre. Donc quand même, en Occitanie, 11 800 hectares de coriandre semés à raison de 900 € de l'hectare sur une aide à la conversion bio, 900 € de l'hectare, pendant 5 ans, pour des gens qui ne produisaient rien, où il n'y a pas de filière coriandre, et c'est passé. Donc il y a eu effectivement des difficultés économiques auprès de l'État, à qui on avait dénoncé cet effet d'aubaine. Mais à quoi bon? Donc ça a valu beaucoup de radars automatiques dans notre département et dans l'Occitanie. Ça a conforté la colère paysanne. Donc c'est dire que l'opportunisme crée des colères paysannes quand on enlève une façon un peu vraiment limite de financer l'agriculture. Donc résultat, on a effectivement une forte déconversion parce que le marché n'a pas suffi. L'agriculture doit être biologique, doit être soutenue, je dirais comme l'agriculture paysanne, par des vrais accompagnements de temps long, pas ponctuels, et des choses tout à fait cohérentes sur des vraies valeurs agronomiques et des cahiers des charges qui tiennent la route. Alors merci. Alors Rodolphe, vous vendez, il me semble, des produits de boulangerie bio. Est-ce que vous avez constaté une désaffection est-ce que vous ressentez cette crise du bio auprès de vos fournisseurs sur vos produits? Allô? Ouais, c'est bon.
Il y a 2 ans, ouais, le marché, c'est quand même un marché qui croît depuis une vingtaine d'années. Donc, comme tout marché, les arbres montent pas jusqu'au ciel. C'est juste un marché qui se rééquilibre. Ok, c'est multifactoriel ce qui s'est passé depuis 2 ans avec l'inflation, avec la guerre en Ukraine, avec peut-être un mélange des gens aussi du consommateur. Nous, ce qu'on a vu, parce qu'on est en direct avec le consommateur, c'est que peut-être il y avait une réallocation du consommateur sur le local. En fait, il y a pas mal de choses à comprendre pour le consommateur. Par exemple, toute la famille des sans gluten, sans protéines animales, vegan, bio, local. Et en fait, j'ai très souvent vu autour de moi des gens qui privilégiaient le local et avaient l'impression de faire leur part, en fait, en disant ça. Dans les tours de table, en fait, on disait, j'avais souvent cette remarque qui revenait des consommateurs, enfin même de mes amis, qui disaient, c'est local, donc ça va. Et oui, c'est local, mais ça peut être aussi rempli de produits chimiques. Donc il y avait aussi une confusion des gens sur ce sujet-là qui n'est pas à négliger, avec je pense, une partie aussi psychologique sur tout ce qui s'était passé, tout ce qui s'est passé avec l'inflation, etc. Donc, je pense que c'est très multifactoriel. Et moi, j'appartiens à la filière blé où je voyais quand même des meuniers qui tentaient de rassurer les agriculteurs parce que une conversion, c'est 3-5 ans. C'est quand même un gros risque pour l'agriculteur. Donc, de connivence en tout, dans la filière, on parlait beaucoup pour essayer quand même de rassurer les boulangers sur le fait qu'il y allait avoir un marché potentiel. Prenez un exemple comme mon groupe, par exemple, Delta. Si je passais mes farines bio en farine conventionnelle, j'économisais plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc il y a une vraie sensibilité aussi du fondateur à vouloir faire cette démarche-là. Parce que le faire adopter dans les prix, enfin, rendre le produit compétitif à la fin, en aval, c'est pas si simple. Le totem de la baguette, par exemple, même si elle est en bio, on peut pas répercuter le vrai prix où on devrait la vendre. Donc, je pense que ce sujet du bio, il est un peu multifactoriel, qu'il y a eu beaucoup de ressentiments, d'émotions autour de ça. Il est en train de se stabiliser, mais il n'est pas du tout mort. Et petit à petit, les gens reprennent confiance et on voit que le marché s'est un peu assaini. Il y avait peut-être une offre qui était allée un peu trop vite. Hein, c'est toujours un rééquilibrage. Mais nous, on voit que le marché se stabilise et on est très confiant. Alors vous, Antoine Payon, donc je rappelle, vous êtes secrétaire général à la planification écologique, et donc il y a un objectif affiché par le gouvernement d'atteindre, de doubler en fait la surface en bio d'ici 2030. Alors comment on analyse ces difficultés du côté du SGPE et comment vous pensez y répondre? Bien, bonjour à toutes et tous. Déjà, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je pense que c'était pas une totale évidence quand Gabriel m'a invité, parce qu'à la planification écologique, il y a beaucoup de choses en fait qui nous rapprochent. Mais le scénario qu'on a mis sur la table, c'est un scénario qui permet d'atteindre nos objectifs environnementaux, et c'est pas que le carbone, hein, il y a aussi les sujets de ressources, les sujets de biodiversité, d'adaptation au changement climatique, de santé aussi, mais on a une croissance du PIB. Donc du coup, il y a quelques points d'écart. Et c'est intéressant, parce que je pense qu'on partage quand même pas mal de choses, et notamment Cédric Villani évoquait au tout début le sujet de la physique et des limites physiques, et la physique effectivement est ce qu'elle est, et donc de ce fait, on essaye de bâtir cela de façon non seulement qui respecte cette physique, et donc les ressources finies, et de façon la plus ouverte possible sur les hypothèses qu'on prend, les scénarios, les types d'actions, l'implication des acteurs, et c'est pour ça que c'est important pour moi aussi de débattre avec vous aujourd'hui en ayant mis tout cela sur la table. Et notamment parce qu'on voit que derrière aussi cette évolution de modèle, on a des très nombreux problèmes à la fois d'allocation de ressources et d'allocation de répartition de l'effort qui se posent dans ces scénarios de transition. Et je trouve intéressant qu'on puisse confronter aussi le point de vue là-dessus. Alors j'en viens bien sûr à la question de la bio. Donc oui, on a une trajectoire d'augmentation, de doublement des surfaces bio, 25% en 2030. Oui, il y a eu du coup une période difficile. Alors il y a déjà, pour remettre les choses peut-être à leur place, une phase de croissance assez importante au cours des dernières années qui s'est heurtée au sujet du pic de prix d'inflation et qui fait que les consommateurs ont beaucoup moins acheté de produits bio ces derniers temps. Peut-être plusieurs éléments quand même. Donc, le premier, c'est que quand on regarde les filières bio, bien sûr, il faut regarder la production, il faut regarder aussi la transformation. Ce qui est frappant quand on regarde les choses, c'est que la France, pendant la période de forte croissance des bio qui doit continuer, a aussi eu une forte augmentation de ses importations de produits bio. Et donc, mon message derrière est de dire qu'il y a à structurer à la fois la filière de production, donc du coup tout le secteur agricole en production, mais aussi la filière de transformation qui n'a pas suivi totalement au cours des dernières années. Et ça, c'est important parce que quand on a des chocs, notamment de prix, c'est quand même aussi les liens qu'il y a entre les transformateurs et les producteurs et les contractualisations sur le long terme qui fait qu'on peut être un peu plus résilient à ces chocs-là. Et les ordres de grandeur, c'est quasiment plus de 2 milliards d'importations de produits bio au cours des dernières années. Donc ça, je pense que c'est un point important à avoir en tête. Il faut qu'on développe cela, le lien entre l'amont et l'aval.
et avoir aussi des produits bio dans nos magasins qui sont été transformés aussi en France, et ça c'est un point vraiment important. Il y a, je pense, les choses, et vous l'avez dit, la situation s'améliore, puisque du coup, la consommation de produits redémarre. Je pense qu'on a pris du retard et que pour l'instant, on n'est pas à la maille pour atteindre ce doublement-là d'ici 2030, il faut qu'on l'accélère. Ce qui veut dire aussi, en plus des sujets de consommation, des sujets d'appui aussi à la production, il y a un cadre, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, des clauses de révision de la PAC notamment, qui sont l'occasion de se reposer des questions à venir là dans les prochains mois. Alors merci. Je ne sais pas si lui vous souhaitez intervenir à nouveau sur cette question du bio et bon je vous laisse. Je voyais. Oui, je veux dire que le marché du bio, bien sûr, il s'étend, mais le marché du bio maintenant, on a des nuggets en bio. Donc là, on revient sur les questions qui nous réunissent aujourd'hui. Est-ce que le bio doit amener une alimentation aussi élaborée et sophistiquée, et dans quelle mesure il est encore un produit bio quand on achète un produit ultra transformé en bio? Ça, c'est une vraie question. Ensuite, il n'y a pas de ruissellement chez les paysans bio. C'est-à-dire que l'an dernier, le prix du blé bio était au même prix que le conventionnel. On l'a même souvent vendu dans ce circuit-là. Et au même prix, on n'a jamais vu le prix de la baguette baisser. Pour autant, on a vu par contre les distributeurs de GMS abandonner littéralement le bio. Il y a eu une politique de bioréflexe, de communication qui était très, je dirais, urbaine. Là aussi, je pense qu'on a un problème, un peu francilien. Moi, quand j'arrive, je viens du Gers, je viens toutes les semaines du fait de ma responsabilité professionnelle. Je peux vous dire que ça fait un sacré choc. On voit dans la communication ce qu'on peut trouver dans le métro par rapport à nous. D'opportunisme, mais on ne comprend pas depuis le temps qu'on le dénonce que ça n'est pas avancé, parce que là, pour le coup, je m'excuse, mais la projection pour 2030, enfin moi ça me fait rire, parce que de toute façon, vous allez voir la déclaration 2025, les déclarations PAC des agriculteurs, et pas que du Gers, ça va être un effondrement. Et quand vous aurez de la bio, oui, vous aurez des hectares en bio, mais ce sera des hectares de luzerne, parce que les gens arrêtent le travail, font de la non-production. Ça sera sur des terres en bio, des terres en luzerne, qui serviront à être broyées pour juste toucher la prime herbe. Voilà ce qu'il faut noter. Et vous n'aurez pas de blé en quantité l'année prochaine. On va d'ailleurs avoir du mal de les semer encore cette année. Parce que nous, on dépend de la météo aussi. Alors juste parce que je pense que dans le public, tout le monde n'est pas familier de ces questions agricoles et de leur technicité. Je veux bien que vous expliquiez la proposition qui est la vôtre, celle de la Confédération paysanne, de plafonnement à l'actif. Peut-être juste expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Voilà, il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs aides, mais l'essentiel des aides de la politique agricole commune qui font le revenu des agriculteurs, ce sont des aides à l'hectare. Donc plus vous avez d'hectares, plus vous avez d'aides. Plus vous reconvertissez beaucoup d'hectares en bio, plus vous avez d'aides à la reconversion à l'agriculture bio. Et nous demandons des aides à l'actif, parce que pour nous, on ne développera l'agriculture. Et plus il y a d'actifs, et plus il y a de production. Un petit maraîcher produit beaucoup plus de tonnage à l'hectare qu'un céréalier proportionnellement. Et ça, il faut bien le comprendre pour une question tout simplement de souveraineté alimentaire, de localisation et aussi d'aménagement du territoire rural, dont on a très peu parlé cet après-midi, mais qui est essentiel. Je sais bien que 80% des Français vivent dans des villes, mais pour autant, la ruralité, c'est aussi ce qui fait la biodiversité, c'est ce qui fait les équilibres de l'eau, du sol, et d'une nature vivante, et il faut absolument occuper ce territoire, sinon il se referme, et on va vers des situations très complexes de gestion, que ce soit l'abandon de tous les services publics, l'abandon de toute vie et automatiquement la forêt qui gagne du terrain, la disparition de l'élevage par le pastoralisme, parce que nous, la Confédération paysanne, nous défendons l'élevage, mais paysan, pas l'élevage industriel. Alors on reviendra sur cette question de l'élevage.
Alors, on va parler un petit peu plus largement, au-delà de l'agriculture bio, de ce qui se passe pour l'ensemble des agriculteurs. Et on va aborder la question de la régulation de l'usage des phytosanitaires et de l'interdiction de certaines substances qui crispent, on l'a vu, une partie de la profession agricole. On l'a vu notamment pendant le mouvement de mobilisation de l'hiver dernier. Alors peut-être, Antoine Peillon, vous avez un peu un regard sur où on en est de la réduction de l'usage de ces pesticides en France et que propose en fait la stratégie Éco-Phyto 2030 que porte le gouvernement. Qui est très populaire. Peut-être deux éléments importants. Le premier, je pense qu'on partage, et je pense qu'on est nombreux à dire ça, que l'évolution des rendements agricoles qu'on a au cours des dernières années, elle n'a pas été notablement impactée à la baisse, quoi que certains en disent, par les évolutions et les interdictions d'un certain nombre de phytosanitaires. En tout cas, d'un point de vue macro, quand on regarde tout confondu, le principal risque sur l'agriculture, c'est bien le changement climatique, les chocs à la fois de gel, d'inondation, de sécheresse. Quand on regarde les courbes de rendement par filière, c'est pas à l'ordre 1 le sujet des phytosanitaires. Ça, je pense que c'est assez important. Et ça, c'est pas dit par tout le monde comme ça. Ensuite, la situation très factuelle sur les phytosanitaires, vous m'entendez mieux comme ça, est la suivante. On a, au cours des dernières années, baissé les quantités. Alors, il y a plusieurs métriques. Il y a eu des grands débats dans Éco-Phyto et je pense que vous l'avez suivi sur quelles sont les baisses de phytosanitaires. Donc, quand on prend les différents indicateurs pour regarder et avoir un peu de continuité, dans la quantité de substances phytosanitaires utilisées au total, la QSA, elle a baissé au cours des dernières années de l'ordre du tiers quand on regarde sur une durée longue par rapport aux années 2010-2011. Quand on regarde l'indicateur du NODU, qui est du coup l'utilisation qui a été beaucoup débattue à l'hectare, on voit que les utilisations ont très peu baissé, quasiment stable pour tout ce qui est herbicides, insecticides. Par contre, elles ont baissé de l'ordre d'un tiers pour les fongicides, c'est ça l'ordre de grandeur. Et quand on regarde les indicateurs européens qui font des calculs compliqués en pondérant la dangerosité des substances par les volumes, on a une baisse depuis 2010 de l'ordre de 40% des phytosanitaires. Et pour finir, quand on classe les choses différemment, quand on regarde les substances cancérigènes, CMR1, CMR2 et les autres, on a une quasi-disparition des CMR1 et on a une forte réduction des CMR2. C'est ça un peu la métrique avec différents indicateurs. Vous voyez, la situation, elle est assez hétérogène et elle n'est pas encore satisfaisante parce que du coup, les baisses ne sont pas assez importantes. Je pense qu'il faut qu'on se le dise clairement. Le gouvernement a gardé cet objectif de baisse de moitié à l'horizon 2030 des phytos. Elle est alignée sur un indicateur qui est l'indicateur européen, le fameux HRI1. Pour autant, on continue de suivre l'ensemble des autres et c'est important qu'on les mette sur la table et continue à regarder l'ensemble des sujets. Alors derrière, il y a des moyens qui sont mis sur la table. Du coup, il y aura forcément un débat sur la suffisance de ces moyens-là. Moi, je voudrais juste souligner qu'on avait jusqu'à présent, et Laurence a montré juste avant aussi les milliards qui étaient concernés sur les politiques agricoles, très peu d'argent qui a été mis strictement sur la question phyto. Il y avait le plan Éco-Phyto précédent, c'était de l'ordre de 70 millions d'euros mis sur la table, donc extrêmement peu par rapport à toutes les ordres de grandeur qu'on voyait précédemment. Ce qu'il y a maintenant aujourd'hui, c'est plus, c'est-à-dire que là où il y avait 70 millions, on est plutôt de l'ordre de 600-700 millions d'euros, notamment 300 millions sur les recherches alternatives, 250 sur du déploiement de solutions qui existent pour pouvoir y arriver. Mais c'est encore probablement insuffisant par rapport à la hauteur de la marge qu'on a à franchir. Le travail qui a été fait, il porte notamment sur, au-delà d'un certain nombre de pratiques, c'est-à-dire d'arriver à massifier les choses qui fonctionnent aujourd'hui. Je pense qu'il y a une réflexion que je trouve intéressante, qui est quand on regarde, et je sors la bio pour ce raisonnement-là de l'exercice, je regarde les autres cultures non bio, et que je regarde les différents types de pratiques par filière. Si tous les agriculteurs s'alignaient sur les 10-20% par filière d'agriculteurs qui consomment le moins de phytosanitaires, on atteindrait sans problème cet objectif global de baisse de 50%. Et donc ça, cet entraînement, cette évolution qui n'est pas du zéro pesticide dès 2030, mais qui est une forte transformation déjà des pratiques, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à accompagner en priorité à court terme, de façon à avoir des résultats importants en volume. Alors merci Sylvie, je crois que vous êtes en charge du dossier phyto pour la Confédération paysanne. Je vous laisse peut-être réagir, je crois que vous êtes critique de cette stratégie. Oui, notre réaction, c'est qu'on
on n'a pas conscience de ce que ça coûte pour la santé. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que il faut une solution beaucoup plus radicale sur la question des pesticides, parce qu'on est en train d'accumuler. On le voit bien, l'eau est contaminée, les sols sont contaminés. Il n'y a pas longtemps encore, on avait des enfants de la région de La Rochelle qui avaient des pesticides dans leurs cheveux, dont des pesticides interdits. Et donc, entre la théorie de ce qui est consommé, qui est d'ailleurs évalué à partir de la déclaration des achats de pesticides faits auprès des négociants en pesticides, bon, nous, on a 100 km de l'Espagne. Donc, voilà. Donc, moi, je vois bien comment ça se passe sur un certain nombre de problématiques. Quand un produit est interdit en France, mais qu'il est autorisé en Espagne, il y a de très bonnes organisations et tous les ans, quasiment tous les ans, certains sont pris le doigt dans le pot de confiture d'avoir importé des produits non autorisés et de les avoir vendus et commercialisés. Donc c'est une réalité. Je ne veux pas mettre l'opprobre sur l'ensemble de la profession, mais ça reste une réalité. Parce que quand on nous dit il n'y aura pas d'interdiction de pesticides tant qu'il n'y aura pas de solution. Mais de quelle solution parle-t-on? On parle d'une solution de santé publique, d'une solution économique pour le revenu de l'agriculture ou de la solution pour l'aval. Pourquoi je dis l'aval? Parce que par exemple, pour faire certaines pommes de terre, et on a vu beaucoup pendant la colère paysanne, les gros agriculteurs du centre de la France manifester pour leurs betteraves et leurs patates, et je parle franchement, qui sont voués à l'industrie agroalimentaire pour faire tout ce que vous connaissez, eh bien, ces produits-là, on a des variétés qui résistent à un certain nombre de maladies. Nous, on a des variétés anciennes qu'on peut utiliser en bio ou en culture paysanne, mais elles ne sont pas faites pour l'industrie agroalimentaire. Elles n'ont pas le calibre qu'il faut, elles n'ont pas le taux de fécule qu'il faut. Bref, mécaniquement, pour l'utilisation, faire des chips ou des McCain, il faut un certain type de patate. Et celui-là, il nécessite des pesticides et certaines variétés et des engrais azotés, tout ce qu'il faut de la chimie. Mais en fait, vous mangeriez quand même des pommes de terre sans ces variétés-là. Mais ça ne serait pas pour organiser toute cette structuration de la transformation agroalimentaire qu'il y a derrière. Ça vous obligerait à éplucher vos patates, vous ne trouveriez pas des frites précongelées, précuites dans l'ensemble de la grande distribution. Voilà le problème. Et donc je suis assez raide là-dessus parce qu'il y a vraiment le feu. C'est-à-dire les premiers concernés par les produits pesticides, c'est les paysans. De plus en plus, c'est les travailleurs saisonniers. Parce que comme on a bien segmenté le travail, on a des gens qui passent leur journée sur les appareils à traiter. Que même les médecins nous disent les combinaisons, c'est de la foutaise, c'est pire que tout. Les gens ont chaud sous les combinaisons, les spores sont encore plus ouverts, ils sont encore plus au contact des pesticides. Les oncologues nous disent tous les jours, vous avez utilisé tel produit, vous avez tel cancer, voilà monsieur, vous avez un cancer de la prostate, vous étiez dans la viticulture, vous avez utilisé telle molécule. Ça on le sait, c'est un coût sur la société. Donc demain, accompagner une société agricole qui produirait sans pesticides, quitte à la dédommager pour la sortir des pesticides, quitte à accepter qu'elle ait 10%, 20% de rendement en moins, ce que peut permettre le pesticide, je comprends dans la course au profit et à la rentabilité, au contrat de l'industriel qui attend cette production. Mais on peut inverser les choses et c'est là qu'il faut les inverser. C'est ne plus financer l'accompagnement d'un modèle de production industrielle, mais d'accompagner la sortie des pesticides en proposant une autre agriculture plus paysanne, plus respectueuse, surtout des hommes, de l'eau et de notre nature. On n'a plus de biodiversité en France, ça a été dit tout à l'heure. Alors, vous me fournissez une transition parfaite avec le pas de côté qu'on va faire avec vous, Rodolphe, sur cette question de la protection de la biodiversité. Vous soutenez à votre échelle une initiative de réensauvagement à travers un fonds de dotation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce projet qui se développe en Normandie, je crois? Alors, il faut qu'on enlève la sémantique réensauvagement, parce qu'il y a un parallèle politique. Le terme rewilding, il est pas mal. On n'a pas trouvé le terme français. Donc oui, dans la keynote de Cédric Villani, il y a tous les sujets macro qui ont été adressés. Et en tant que citoyen, en tant que chef d'entreprise, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire, nous aussi, en tant que chef d'entreprise, pour embrasser ces sujets-là. Et il y a une dizaine d'années, je me suis posé des questions sur la façon... Alors moi, j'ai adopté un régime végétalien, j'ai arrêté de prendre l'avion, j'ai fait tous les gestes éco-citoyens dont on parle. Et puis on avait un peu de ressources financières, et donc on a fait quelque chose de simple, c'est qu'on a acheté des terres qu'on a laissées en rewilding. Alors j'ai découvert
les travaux de Gilbert Cochet et d'autres, qui parlent de la façon dont on pourrait restaurer, régénérer les écosystèmes. Et en fait, finalement, c'est assez simple. C'est pas une techno qu'on n'a pas à l'instant T, c'est juste, tout comme le dit le GIEC, en plus, c'est marqué en noir sur blanc, c'est de laisser des terres sans activité humaine dessus. Alors, c'est un peu tendancieux, quand on parle des sujets-là, on a tendance à toujours monter les uns contre les autres sur ces sujets-là, sur le fait de préempter du foncier pour le rendre à la nature. Donc, on mène un projet en Normandie sur 200 hectares, un projet très pédagogique où on est dans un écosystème très paysan. Donc, on l'ancre de façon progressif, en travaillant avec des amis qui sont aussi anthropologues. Parce que nous, ce qu'on veut pas, c'est ancrer quelque chose comme ça dans un territoire et être vu comme les bobos parisiens qui viennent montrer la façon dont les choses devraient se passer. Moi, je viens de l'Orne, je viens de la Normandie, et on a pris le temps d'ancrer en fait cette chose qui est quand même assez disruptive, et on montre que ça fonctionne en fait. On travaille avec des naturalistes, des ornithos, des scientifiques, et finalement, en quelques années, on voit les populations se restaurer, et ça donne de l'espoir par rapport à tous les chiffres qu'on voit. Je rappelle quand même que 80% des arthropodes ont disparu en une vingtaine d'années, et donc c'est assez angoissant, et on a une solution simple à mettre en œuvre, c'est juste de l'acquisition de foncier et des petites niches comme ça, de naturalité, comme on dit. Alors aujourd'hui, ces sujets sont portés par des gens qui sont plutôt sensibles à ces sujets-là, mais on pourrait imaginer des choses un peu plus ambitieuses à la Francis Allais, qui avait voulu faire naître une forêt primaire en Europe occidentale. Ça serait du domaine du rêve, mais pourquoi pas. Le projet est né en Belgique et en Allemagne. Et nous, ce qu'on vient, c'est traiter ce sujet de façon très pédagogique en emmenant là-bas l'écosystème business, l'écosystème des élus, et en montrant que finalement, avec des initiatives assez simples, pas avec des technos qu'on n'a pas, eh bien, on pourrait imaginer restaurer les écosystèmes, régénérer la nature de façon très simple et de façon assez épidermique. Sur 5-10% du territoire, on mène des projets agricoles pour montrer aussi qu'il est possible de produire de la nourriture tout en régénérant les écosystèmes. Et je pense que c'est vraiment l'enjeu du XXIe siècle. Alors merci. On va revenir à la question du modèle agricole de manière plus centrale en abordant un point de blocage majeur pour la transformation du système. C'est la concurrence à laquelle sont exposés aujourd'hui les agriculteurs et les paysans français vis-à-vis d'acteurs internationaux qui ne sont pas soumis aux mêmes normes sociales et environnementales que le monde paysan français. Et on voit d'ailleurs que la perspective d'une éventuelle signature d'un accord commercial avec le Mercosur en ce moment ravive la colère des paysans et des organisations agricoles. Alors peut-être Antoine Peillon, le secrétariat général à la planification écologique a fait un rapport cette année, en mars, sur la souveraineté agricole et alimentaire, qui est très complet. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelles sont les filières qui sont fragilisées en France par la concurrence internationale ? Alors, ce rapport, il dit plusieurs choses. Il dit déjà que la ferme France au global, toute filière confondue, elle a un niveau de production qui n'a globalement pas baissé. Et quand on regarde aussi la surface agricole utile, il y a eu de fortes évolutions par le passé, mais depuis 10-15 ans, alors il y a des petites variations, mais elle est globalement stable. Ce qui rejoint un des constats qui étaient faits précédemment, si je le couple avec le fait que le nombre d'agriculteurs diminue, c'est que la taille moyenne des exploitations a augmenté, et derrière, c'est le changement de type d'exploitation qui est derrière. Mais il n'y a pas de lien direct entre baisse du nombre d'agriculteurs et baisse de la production agricole aujourd'hui dans les chiffres. Deuxième sujet, il y a donc du coup, quand on dit ça, il y a dans des filières qui vont mieux et des filières qui vont moins bien. Et donc de ce fait, ce qu'on observe, c'est que dans les filières qui vont mal, il y a beaucoup des filières alimentaires directes, je dirais, pour la population, dans les fruits et légumes notamment, dans une partie aussi de l'élevage, par exemple l'élevage bovin, mais la volaille, là au cours des dernières années, s'est beaucoup dégradée avec beaucoup d'importations. Et donc derrière, les surfaces aussi qui ont été dégagées ont été utilisées pour d'autres productions exportatrices, notamment céréales, mais pas que, qui font qu'au final, les choses se sont compensées. Donc il faut qu'on ait dans ce sujet de souveraineté déjà une vision globale qui est que la France est restée une grande nation productrice factuellement, qu'il y a des filières qui vont mal et qu'il faut accompagner. Et derrière cela, il y a un sujet, je pense que c'est important pour nous, que le sujet de la souveraineté, il est agricole, il est bien sûr alimentaire, donc de ce fait, il y a un sujet de se nourrir correctement et sainement, et bon pour l'environnement. Il est aussi un sujet de maintien du retour au sol et du coup
une partie de la production qui reste sur pied, entre guillemets, de façon à pouvoir avoir le substrat organique pour ne pas appauvrir nos sols. Et nous, dans notre définition de la souveraineté agricole, on intègre aussi d'autres usages, des usages de biomatériaux et des usages aussi qui feront débat de bioénergie. Et c'est bien sur l'ensemble de ces sujets-là qu'on regarde la problématique. Un des enjeux importants qui est que quand on se projette sur quelques années, on va avoir besoin de baisser notre consommation d'énergie totale. Je sais pas ça. On va avoir besoin de supprimer totalement nos énergies fossiles et ça va partir pour partie avec une partie de bioénergie qui va être utilisée. Ces bioénergies, il faut qu'on les produise. Et donc de ce fait, soit on y arrive, et donc ça veut dire quel est le modèle, quels sont les volumes, soit ça n'est pas le cas, et dans ce cas-là, il faut qu'on en tire les conséquences aussi sur le reste. Donc c'est ça qu'on s'attache à faire, montrer bien ces mécanismes-là, et ils sont importants. Et ça inclut notamment, et je terminerai ce chiffre-là, juste pour mettre les choses en perspective, c'est important pour nous de remettre les ordres de grandeur. Il y a des débats qui sont légitimes sur la question de l'agrivoltaïsme, par exemple, occupation de la surface foncière. Si jamais, quand on met les choses bout à bout, le développement du photovoltaïque aujourd'hui en France, tel qu'il est projeté à l'horizon de 2030, ça correspond, si jamais on mettait tout au sol, ce qui du coup n'est pas le scénario, à peu près à l'ordre de grandeur de 100 000 hectares au total. Ça vous donne une métrique. Il est hors de question de mettre tout au sol et il est hors de question encore plus de mettre tout sur des sols agricoles. Mais c'est 100 000 hectares que je mets en regard, par exemple, de la surface agricole utile qui est aujourd'hui de 28 millions d'hectares, juste pour remettre les ordres de grandeur du raisonnement. Ça, c'est important, non pas pour dire qu'il faut mettre des panneaux sur des surfaces agricoles en priorité, c'est pas du tout le sujet, mais juste pour remettre, pour dire, quand on cherche à concilier les choses, parce qu'on a un monde fini et qu'il faut arriver à construire une vision qui est cohérente, voilà un peu ce que ça donne. Alors Sylvie, plusieurs choses. J'imagine que vous voudrez peut-être réagir sur cette question spécifique de l'agrivoltaïsme, mais je veux bien après que vous reveniez sur ma question initiale qui portait sur la concurrence internationale, votre regard là-dessus. Oui, je vais commencer par les accords de libre-échange. Bon, nous, à la Confédération paysanne, on est contre tous les accords de libre-échange, et vous savez bien le travail qui a été fait depuis le démontage du McDo, l'OMC, voilà, ça fait longtemps qu'on dit qu'on ne peut pas mettre les peuples et les paysans en concurrence, quels qu'ils soient, d'où qu'ils soient, quel que soit leur modèle de production. C'est inacceptable et tous les accords créent les mêmes leviers, créent les mêmes contraintes, créent les mêmes inégalités entre les peuples, paysans ou pas. C'est une catastrophe et on n'a que des mauvais exemples, puisque de toute façon, on les a amenés, eux aussi, à perdre leur biodiversité pour mettre des productions qu'ils ne consommaient même pas, pour avoir des importations de produits à bas coût, pour nourrir des cochons industriels que nous, on va vendre à l'extérieur ou négocier pour d'autres pays. Enfin, la chaîne sans fin d'un modèle économique complètement à bout de souffle. Et pour rebondir sur la question justement du photovoltaïque et de la question de la souveraineté alimentaire, c'est quelle définition on fait de la souveraineté alimentaire? On a vu des premières définitions dans la loi d'orientation agricole qui a plus ou moins, dont on attend la suite, mais où réellement on nous définissait la souveraineté alimentaire aussi grâce aux importations de produits liés aux accords de libre-échange. Alors que la souveraineté alimentaire d'un peuple, c'est que nous, tous, citoyens, citoyennes, nous soyons ensemble autour d'une table pour décider de, qu'est-ce que nous voulons manger, dans quelles conditions ça doit être produit, donc de définir tous ensemble la politique agricole que nous voulons pour notre pays par rapport aussi à nos habitudes culturelles, à nos conditions pédoclimatiques, etc., etc. Et après, effectivement, s'il manque des bananes, on ira les chercher. Mais je veux dire, à un moment, ça commence par là. Et là, il n'y a pas cette ouverture, et au contraire, on nous met en concurrence, maintenant, nous les paysans, puisque finalement, on n'a pas de revenus, on nous dit, de toute façon, vous allez avoir le revenu de l'énergie. Et là, l'énergie, c'est encore une perte de souveraineté alimentaire. Pourquoi? Parce que, juste un exemple, je ne veux pas faire long. J'ai rencontré il n'y a pas longtemps le président de l'interprofession de volailles, qui me disait, voilà, nous, il faut qu'on monte un bâtiment par jour de poulets industriels, parce que la France, elle n'est plus autonome qu'à 50% en volailles. 50% de nos volailles que vous mangez, les morceaux de poulet, ils sont d'importation. Les accords du Mercosur, c'est 180 000 tonnes qui vont être importées. Et ça sera que du blanc de poulet, parce que vous ne mangez que les blancs de poulet, un petit peu les cuisses, mais le reste, c'est pour l'export ou pour les déchets, etc. Donc voilà pour la parenthèse de qu'est-ce qu'on consomme dans un poulet. Déjà, ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est effectivement, il m'a dit, oui, avant on montait des bâtiments, mais il y avait le photovoltaïque sur les bâtiments. Donc le photovoltaïque du bâtiment industriel permettait de payer le bâtiment.
Et après, le travail du paysan pour l'élevage, toutes ces difficultés étaient payées sur l'élevage du poulet. Sauf que maintenant, les éleveurs et les paysans disent « mais vous rigolez, moi on me propose 3 000 € de l'hectare par an de location d'un hectare, je peux en mettre 20 hectares, ça me fait quand même 60 000 €. Avant que je gagne 60 000 € de marge nette sur un élevage de poulets où je vais prendre la poussière, avoir du mal de trouver des travailleurs pour attraper la nuit des poulets, mais vous rigolez. Donc les agriculteurs disent, nous on ne fait plus de bâtiments avec du photovoltaïque dessus, on va faire du photovoltaïque au sol. Et là on a un contrat et un prix garanti, ce que l'on n'a pas sur le poulet ni sur le mètre carré qu'on va gagner en produisant du poulet en intégration. Donc voilà le genre de raisonnement qui est complètement décalé et qui est la réalité immédiate. Donc les plans à 2030, le plan il est là, aujourd'hui. Plus personne ne veut monter du bâtiment industriel de poulet. C'est pas un mal pour nous non plus. Mais je veux dire, l'inquiétude, nous, sur l'agrovoltaïsme est réelle, surtout que la loi telle qu'elle est prononcée, nous on a tous les maires des communes qui s'en sortent plus. Rien que sur le Gers, on a 1000 hectares en photovoltaïque au sol de dossiers, déjà, qui attendent, qui sont empilés à la préfecture et dont les préfets ne savent pas comment les gérer, où il y a une association par projet contre, parce qu'on se retrouve petit château du Gers, panneaux photovoltaïques devant, vous imaginez, alors on développe du tourisme, c'est fini, et en plus, on ne voit vraiment pas quel intérêt ça peut avoir alors qu'on a encore du bâtiment à couvrir de panneaux photovoltaïques, des zones urbaines, des zones perdues. Il y a largement de quoi assumer les objectifs que l'on voulait en mettant le photovoltaïque sans déprise agricole aucune. On a encore l'autoroute A69, ça suffit. L'idée de respecter les limites planétaires via notre alimentation suppose qu'on change aussi nos habitudes consommateurs, parce que c'est un des leviers pour réduire bien sûr l'impact et l'empreinte carbone de notre alimentation. Alors je vais commencer sur ce sujet par vous, Rodolphe. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du travail que vous faites sur cette question des alternatives végétales? Bon, moi je viens du monde paysan, je viens de la Normandie, donc je vais pas me braquer tout de suite avec le monde paysan, mais par contre il y a 3 chiffres qu'il faut qu'on retienne. C'est que 75% des terres arables qui sont cultivées aujourd'hui servent à nourrir des animaux. 30-40% des gestes éco-citoyens, c'est végétaliser son alimentation. Et 70 milliards d'animaux terrestres tués par an pour notre seule nourriture. Donc il y a un vrai sujet. Dans sa keynote, Cédric Villani l'a dit fortement tout à l'heure, mais l'élevage, c'est vraiment quelque chose qui est catastrophique aujourd'hui. Et en fait, moi, chef, j'ai juste un travail simple à faire, c'est de faire des bonnes recettes pour que les gens adoptent un régime de plus en plus végétarien. Alors je veux dire flexitarien parce que je veux pas avoir les omnis contre les végétariens. C'est pas le but, c'est de tendre vers une alimentation de plus en plus végétale. Moi, en tant que citoyen, j'ai adopté un régime végétalien il y a une dizaine d'années. Et puis j'avais un réseau qui fonctionnait bien avec 500 employés. Quand même, il y avait des responsabilités à faire twister cette entreprise petit à petit vers une alimentation plus végétalienne. J'avais un rôle prépondérant en tant que citoyen, bien sûr, mais surtout en tant que chef d'entreprise. Et ce que j'ai fait, c'est qu'on s'est creusé la tête et on a travaillé fort avec nos chefs pour développer des recettes gourmandes et faire naître des business qui soient végétariens, même véganes, puisqu'on a créé l'N Monkey, qui est la première boulangerie-pâtisserie 100% végétalienne. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'on fait, c'est juste monter des business qui facilitent la transition vers une alimentation plus végétale. Et encore une fois, je le répète, le tout, c'est pas de se braquer autour des pour et des anti, c'est de te tendre largement vers un régime végétalien. Et là, en fait, chacun d'entre vous, chaque citoyen, a une responsabilité énorme. Et en fait, c'est pas des solutions qu'on n'aurait pas maintenant, c'est juste en décidant tous les jours ce qu'on décide de manger, eh bien, on baisse sa prégnance et on baisse son impact sur la biosphère. Donc nous, dans l'écosystème de notre entreprise, on embrasse ces sujets-là et on se dit qu'on a un rôle, entrepreneurial de faire émerger des business qui fonctionnent et de montrer aussi à l'écosystème agro que ça fonctionne. Et c'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, on collabore avec des gros groupes industriels pour mettre en place des recettes qui soient goûteuses et qui permettent aux gens, tout simplement, de transiter vers une alimentation beaucoup plus végétale.
Alors merci. Sylvie, je me tourne vers vous. Vous êtes... Alors, donc notre temps est compté, donc je vais vous demander de réagir très brièvement sur cette question de la végétalisation des assiettes, et puis je passerai la parole à Antoine Pellion. Ben effectivement, nous on est contre l'élevage industriel, on est pour l'élevage paysan. Donc ça veut dire qu'en fait il y a à peine 20% d'élevage paysan en France, et dans ce que vous consommez, on l'a dit tout à l'heure, tout vient d'importation et dans des modèles industriels. Donc je pense qu'on n'a pas besoin de cette viande. Pour autant, on a besoin de l'élevage pour aussi l'aménagement du territoire. Le pastoralisme, c'est pas rien. Les zones fermées, l'ensauvagement, c'est une idée, c'est vrai, mais qui doit être assez limitée. Mais pour autant, le pastoralisme, c'est des packages, c'est des haies, c'est des zones humides, et c'est tout ce qui va faire aussi la biodiversité de nos territoires. C'est pas rien. La prédation du loup, actuellement, est aussi un souci sur les zones fermées. Et c'est pas anodin, et ça s'approche, puisque 50 départements français sont maintenant touchés par la présence du loup. C'est quand même, en 2024, c'est pareil. Et donc, l'autre point aussi, c'est qu'il faut être attentif sur... on connaît le système agro-industriel, il est déjà en train de mettre en place des usines de production de molécules cellulaires, de viande cellulaire, tout simplement. Et donc, voilà. Excusez-moi, de la merde. Et ça, pour autant, il faut lutter contre. Donc, il faut faire attention dans la végétalisation et de ce qui ne serait plus la consommation de protéines animales par rapport aux conséquences aussi sur la santé. Et enfin, le dernier point, je voulais dire qu'actuellement, il n'y a rien non plus dans le budget de l'État pour maintenir le plan protéagineux, le plan protéines, et littéralement diminuer et amputer de son budget. Alors justement, on a besoin de protéines végétales en France aussi, pas que pour nourrir les animaux, pour nourrir les gens aussi, des lentilles, du pois chiche, et on sait le faire. Donc là aussi, il faut un vrai plan, un vrai soutien et un vrai prix. Voilà. Alors du coup, je vous passe la parole, Antoine Pellion, sur ce sujet de l'accompagnement de la transition alimentaire. Que fait l'État et quels sont les leviers? Je pense notamment à la question de la restauration collective. Alors, plusieurs éléments. Peut-être pour répondre directement à la question qui est soulevée, je pense qu'on partage le fait qu'il faut faire des protéines végétales. Et d'ailleurs, il y a une enveloppe de 650 millions d'euros d'accompagnement à la transition dans le budget 2025, dont une partie qui vise notamment à continuer d'accompagner les protéines végétales. Donc, je réponds très précisément à ce point. Plus généralement, sur l'alimentation, la ligne générale est de dire il faut le principal objectif, c'est ce qui est bon pour la santé. Donc, du coup, Santé publique France émet des édictions en termes de quantité de protéines animales, végétales, etc. Nous, ce qu'on dit, c'est que respecter, in fine, ce cadre pour la santé permet d'atteindre les objectifs environnementaux. Il n'y a pas besoin de faire plus que cela, mais il faut les faire. Et aujourd'hui, on n'y est pas. Donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'évolutions à avoir. Ce qu'on dit aussi, troisième point, c'est que ces évolutions-là, elles se décrètent pas, même du point de vue de l'État, sur ce que les gens vont manger, et fort heureusement. Et de ce fait, quand on regarde un peu les tendances, et je pense qu'elles évoluent beaucoup, on a une baisse du coup de consommation carnée qui est encore un peu faible aujourd'hui. Si on projette toujours pareil, pardon, je projette à 2030 pour regarder les tendances, mais en regardant bien les sujets d'année après année, on voit que ce qu'il faut du strict point de vue de production nationale, c'est globalement maintenir le cheptel que l'on a aujourd'hui à ces horizons de temps-là. Sinon, on va se mettre à importer massivement de la viande, de qualité parfois problématique, comme vous l'avez souligné. Et ce qui conduit par ailleurs est assez cohérent avec le fait, pendant la même période, de tout faire pour maintenir nos prairies, qui est un autre enjeu fort, du point de vue, parce qu'il y a plein d'autres enjeux environnementaux qui y sont liés. Alors, merci. Vous m'avez interrogé sur la restauration collective, juste je mentionne ce point-là. Ah oui. Ça fait partie des leviers, mais du coup, c'est un des leviers parmi les autres. Donc, effectivement, il y a le fait de dire, il faut être exemplaire en restauration collective, ça tire une partie du marché. Le marché, notamment de la bio, on l'a évoqué on l'a pas évoqué, mais c'était un des tout premiers points de la discussion. Après, ça ne suffit pas, et donc, de ce fait, il faut aller encore plus loin. Par contre, force est de constater qu'aujourd'hui, très peu d'entités sont à la hauteur sur ces sujets de restauration collective. L'État en fait partie, progresse, mais encore insuffisant. Les collectivités non plus ne sont pas du tout à la maille encore par rapport à ce qui avait été voté dans la loi à l'époque. Alors, je crois qu'il nous reste très peu de temps. On m'a filé un petit papier. Il est indiqué qu'il faut que je termine à 30-35. Est-ce que c'est ça? Je sais pas. Oui, Gabriel. Ok. Bon, alors du coup,
Il nous reste donc un peu plus de 5 minutes. On va peut-être venir à une question qui est assez clé, qui est la question des arbitrages politiques, justement, sur ces questions agricoles dont on a vu qu'elles sont pour certaines très brûlantes. Alors je m'adresse à nouveau à vous, Antoine Peillon. On a souvent l'impression d'une grande porosité de l'État aux intérêts défendus par l'élite agricole représentée par la FNSEA, donc qui a à sa tête souvent de puissants céréaliers, des gens du secteur viticole. Alors vous avez été conseiller à l'Élysée auprès du Premier ministre Gabriel Attal, notamment à l'époque de la dernière mobilisation agricole massive de début 2024. Quel est votre point de vue sur l'influence du syndicat majoritaire sur les choix de l'État ? Vous douterez que c'est très simple dans cette question-là. Surtout en perspective, sachant que fin janvier, on a les élections de chambre aussi qui effectivement simplifient le jeu totalement. Moi, en tout cas, ce que je voudrais dire, c'est que, en tout cas, ma pratique personnelle sur ce sujet-là et ce que auquel j'ai pu participer, notamment avec Gabriel Attal au début de l'année, au premier semestre, où il y avait du coup quand même de fortes tensions et de nombreuses discussions. C'est qu'on a eu à cœur de recevoir l'intégralité des organisations syndicales. On a discuté notamment, reçu Gabriel Attal, a reçu plusieurs fois Madame Marandola de la Confédération paysanne et les autres aussi. Et c'est important d'avoir cette équité de discussion et de délibération. Et ça, je pense que, alors ça ne fait pas tout in fine. Je pense que le sujet, il est plus sur les voies et moyens de faire évoluer le système, plus que sur un lobbying direct d'un tel ou d'un tel. Ça nous amène beaucoup plus loin. Moi, je suis intéressé par la réaction aussi de la voisine de droite. Alors, je vous donne la parole, Sylvie, et je précise que il va y avoir des élections agricoles, donc vous l'avez évoqué en janvier 2025. Donc peut-être vous pouvez aussi nous rappeler quel est l'état des forces en présence dans les chambres d'agriculture en France. Les chambres d'agriculture, quasiment à l'unanimité, sont donc présidées par la FNSEA. Il faut savoir qu'on a une élection qui n'est pas une vraie proportionnelle, c'est-à-dire que par exemple, moi pour le Gers, sur le collège des producteurs, on a 18 producteurs. En faisant 20% des voix, je suis la seule élue de la Confédération paysanne. C'est-à-dire que c'est l'avantage au premier qui arrive de la liste, même s'il fait moins de 50% des votants. Donc il n'y a pas de pluralisme syndical dans la représentation des chambres d'agriculture. Et de ce fait, comme à chaque fois ces représentants siègent dans d'autres institutions, les interprofessions, etc., bien automatiquement c'est de l'entre-soi FNSEA. Et bien sûr qu'il est évident qu'on est dans un pays très démocratique, donc nous sommes reçus au même titre que les autres, mais nous sommes toujours les minoritaires et nous n'avons pas de possibilité de faire évoluer des législations, des plans, des organisations, parce que nous sommes une représentation minoritaire. On nous appelle les minoritaires souvent en réunion, ça fait plaisir, mais on y est bien habitué et c'est pour ça peut-être qu'on est plus dynamique aussi. Et quant à la question de la colère paysanne, parce que je suis quand même obligée d'en parler, vous allez voir en ce moment, il y a une vraie surenchère. Il y a des élections en janvier. C'est un enjeu énorme. Parce que derrière le nombre de voix et le pouvoir, il y a aussi le fric. C'est-à-dire que l'argent par rapport aux autres syndicats salariés, quand on fait 20%, comme le fait la Confédération paysanne des voix, elle n'a pas 20% du budget. Parce qu'en fait, le budget des élections, il est réparti à 75% pour le nombre de voix et à 25% pour le nombre d'élus. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous, on a très peu d'élus, puis c'est pas une vraie proportionnelle. Donc, la FNSEA a quasiment les 25% de cette partie du financement national. Donc, ça lui donne des millions de plus. Et ça donne des forces, forcément, pour accompagner des manifestations et indemniser des agriculteurs qui sortiraient avec des gros tracteurs. Et enfin, ce que je voulais dire, c'est que de la dernière colère paysanne, heureusement, ça a été repris par le gouvernement, je dois le dire, la question du prix est revenue un peu sur la table, mais la première revendication, c'était l'exonération fiscale sur la consommation de carburant. Alors là aussi, pas de plafond, donc celui qui met 100 000 litres de gasoil parce qu'il a 1000 hectares, il est exonéré comme celui qui met 4000 litres par an. Sauf que l'exonération pour l'un, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. Quand pour l'autre, ça représente presque rien. Donc là aussi, il pourrait y avoir un plafonnement au litre consommé, pour pas que ce soit une dynamique. Et l'autre question, c'était la question des prairies et des haies. Le problème est du curage du fossé.
Vous voyez qu'on est très très loin des problématiques de revenus agricoles qui concernaient donc bien une catégorie d'agriculteurs du nord de la France, puisqu'en fait c'est eux qui siègent dans toutes les institutions et c'est eux qui sont liés à l'agro-industrie. Et là, Monsieur Rousseau en est un exemple type. En étant président du groupe Avril, il coche toutes les cases, l'agro-industrie, les biocarburants, donc l'OMC par rapport aux accords avec le CETA, il a un intérêt à faire rentrer du colza OGM pour faire marcher les biocarburants et ses usines. Donc on a vraiment un monde agricole qui est à la coupe du monde agro-industriel et politique géré par la FNSEA. Donc les deux vont ensemble. Donc voilà, il faut renverser la table, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, je compte sur vous, merci. Merci. Bien, on va s'arrêter là sur cette consigne de renverser la table. Et donc, merci pour votre écoute.